Merci d'être là pour cette nouvelle conversation dans le cycle des conversations de l'espace éthique PACA Corse. Il s'agit donc d'un format sur 1h30 qui se veut à la fois vous apporter de l'information sous la forme de courtes interventions d'experts, entre guillemets, enfin de personnes qui ont un savoir et qui vont essayer de le transmettre. Et puis ensuite, des temps d'échange à la fois entre les 3 intervenants et puis avec le public. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous pourrez donc échanger avec nous via le chat. Donc, au niveau de la discussion, sachant que le temps de discussion est réservé sur la fin, donc il n'y aura pas de questions spécifiques pour chaque intervenant, mais vraiment un temps d'échange global à la fin. Chaque question s'adressant éventuellement à un intervenant en particulier lui sera évidemment posée dans la dernière demi-heure. Donc, nous sommes aujourd'hui donc ici pour parler de vaccination. Essayer d'avoir des regards multiples sur cette question de la vaccination dans le cadre de la crise sanitaire Covid, en présence de 3 intervenants, et on sera 3 à animer. Alors, les intervenants, tout d'abord Annick Gimzan, elle est immunologiste, elle est chercheuse à l'INSERM au Centre d'immunologie de Marseille-Lumini et actuellement à la retraite. Mais elle continue à s'informer et à informer les autres, à informer le public, que ce soit des jeunes, que ce soit des associations de patients en particulier, et à vulgariser, on pourrait dire, la science au bon sens du terme. Elle est co-autrice par ailleurs d'un ouvrage intitulé Vaccination, agression ou protection, aux éditions du Muscadier, avec Marion Mathieu qui va animer. Là, tout à l'heure, elle commencera la première à aborder la question comment a-t-on fait pour évaluer le rapport bénéfice-risque des premiers vaccins contre la Covid. Donc, un premier éclairage sur cette question du rapport bénéfice-risque. Ensuite, nous pourrons entendre Jocelyn Rode, qui est sociologue et psychologue, enseignant-chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales, et qui s'intéresse aux facteurs psychologiques et sociologiques et processus d'adaptation des populations face aux risques sanitaires, et notamment ceux liés aux maladies infectieuses émergentes. Et donc, il était tout choisi pour aborder la question de l'hésitation vaccinale et des politiques vaccinales face au Covid actuellement. Et puis, nous entendrons ensuite Laetitia Marcoussi, qui est enseignante en philosophie et qui s'intéresse à l'éthique médicale depuis plusieurs années déjà, puisqu'elle nous apporte sa contribution au sein de l'espace éthique PACA Corse, et elle abordera la question de la vaccination avec son regard philosophique. Donc, chacun des intervenants va parler 15 minutes, et puis ensuite, ils échangeront un petit peu entre eux avant d'échanger avec vous. Au niveau de l'animation, donc j'assurerai l'animation avec le professeur Jean-Robert Harlet, professeur de médecine interne au sein de la PHM, et Marion Mathieu, qui qui travaille au sein d'AMU. Conférence associée. Voilà, et qui aussi a contribué au livre sur la vaccination. Donc, je vais commencer par donner la parole à Annick Gimzan. Bonjour. Donc, je vais vous parler de cette nouvelle vaccination contre le SARS-CoV-2 avec la nouvelle miraculeuse de vaccin en moins d'1 an. Et donc, d'abord, essayer de vous expliquer comment on a pu faire un vaccin aussi vite. Ensuite, comment on a évalué la sécurité et l'efficacité de ces vaccins. Et enfin, je parlerai du suivi dans la vraie vie, où on arrive maintenant, puisque les gens commencent à être vaccinés et font remonter les effets secondaires. Donc, ce vaccin en 1 an, bien sûr, ça n'était jamais arrivé. On est plutôt 8 à 10 ans pour faire un vaccin. Et comment cela a-t-il été possible? Par une conjonction des alignements de planètes favorables, à savoir une accumulation de connaissances depuis quelques dizaines d'années déjà, et autour des vaccins coronavirus, le SARS-CoV-2 qui avait provoqué l'épidémie en 2003 et le MERS en 2012.
Et puis, beaucoup d'échanges d'informations, une intense activité scientifique et une collaboration université-industrie, beaucoup de financement aussi. Donc, tout ce qu'il fallait pour faire quelque chose rapidement. Et surtout une technologie nouvelle, enfin nouvelle pour nous, mais pas pour ceux qui travaillaient depuis une trentaine d'années, à savoir l'apparition des, des plateformes virales à acide nucléique, l'ARN messager ou les vecteurs viraux. Donc, comment ça a marché si vite? D'abord parce que la séquence du virus a été connue dès janvier 2020, c'est-à-dire 2-3 mois après le début de l'épidémie, ce qui a permis de connaître très vite la séquence cibles, de protéines cibles possibles pour obtenir des anticorps neutralisants, et en particulier la protéine de spicule, la protéine spike, qui est en fait la porte d'entrée la porte d'entrée du virus dans les cellules. La protéine spike, elle interagit avec une enzyme cellulaire, la CE2, et cette interaction permet au virus d'entrer dans la cellule. Cette protéine avait déjà été identifiée avec avec les infections à SARS-CoV-1 et MERS, et on la savait immunogène. Donc, connaissant sa séquence, c'était un point d'entrée facile pour essayer de faire des vaccins contre cette protéine. Et plusieurs plusieurs stratégies vaccinales ont été mises en route très vite. Donc, les stratégies habituelles, c'est-à-dire produire des vaccins atténués ou tuer ou faire des protéines virales pour les candidats vaccins. Et puis, ces deux techniques nouvelles, l'ARN messager et le vecteur viral. Et ce mode de production a permis d'avoir très vite des vaccins. Pourquoi? Parce que, en fait, on a complètement changé le paradigme de la vaccination et on va demander à la personne que l'on vaccine de fabriquer la protéine virale qui servira à activer le système immunitaire. Alors, comment on fait ça? On injecte le code génétique permettant de fabriquer cette protéine, le spike, spicule, sous forme d'ARN messager, qui est donc injecté au niveau de l'épaule et qui entre dans les cellules musculaires et qui va suivre le chemin habituel d'un virus, c'est-à-dire qu'il va mettre cet ARN messager, va être pris en charge par la machinerie cellulaire et va aller vers l'usine à fabrication de protéines, les ribosomes, produire en masse cette protéine virale qui va être exprimée à la surface des cellules de la personne vaccinée et qui va alerter le système immunitaire parce que cette protéine est une protéine virale que le système immunitaire n'a pas l'habitude de voir et qui donc va lui provoquer une stimulation. C'est donc très rapide parce que fabriquer de l'ARN, c'est quelque chose de facile en laboratoire. Et donc, c'est la personne vaccinée qui fait le travail. Elle fait la protéine, elle active son système immunitaire et on aura ensuite une réponse immunitaire. L'autre vaccin qui a été produit assez vite, c'est le vaccin à vecteur viral. Donc les vaccins ARN, on en parle assez, vous savez que ce sont Pfizer et Moderna, d'autres arriveront un peu plus tard. Et puis donc le vecteur viral dont on parle beaucoup en ce moment, c'est AstraZeneca. Donc c'est un virus, un adénovirus, un virus bénin, un virus facteur de rhume bénin, qui va présenter une séquence, toujours la séquence de la protéine spike, au système immunitaire, mais cette fois-ci par le chemin d'infection virale. C'est-à-dire que c'est un virus anodin qui va présenter la protéine. Il va donc être pris en charge par la machinerie de production de protéines de la cellule et elle va produire à nouveau les protéines virales comme dans le cas de l'ARN messager. Donc,
on se trouve avec des vaccins qui ont été faciles à fabriquer et qui sont donc arrivés les premiers dans la course, et bientôt arriveront les vaccins plus classiques. Donc, avec ces vaccins, une fois produits, donc on les évalue. Et pour les évaluer, on a fait en fait exactement les procédures habituelles, à savoir des essais cliniques avec un grand nombre de volontaires. Mais ces essais sont arrivés, les résultats de ces essais sont arrivés très vite parce qu'il y a eu des accords avec les autorités administratives qui ont permis de faire chevaucher les différentes phases des essais cliniques que je présenterai juste après, et aussi un suivi administratif des résultats au fur et à mesure qu'ils arrivaient. Au lieu dans une évaluation habituelle, on fait les phases d'essais cliniques et c'est seulement à la troisième phase qu'on donne les résultats et les autorités de santé doivent analyser à ce moment-là le bloc de résultats, ce qui leur demande plusieurs mois. Là, les résultats ont été analysés au fil de leur obtention. Donc, le virus continue à circuler. À l'été, je pense que les producteurs de vaccins ont dû un peu s'inquiéter parce que la circulation virale avait beaucoup baissé. Et il est évidemment difficile d'évaluer l'efficacité de protection contre une infection si le virus déjà ne circule plus. Mais à partir de septembre et la reprise des infections, il y avait vraiment le terrain pour permettre de suivre en vraie grandeur comment le vaccin ou le placebo protégeait contre l'infection virale qui circulait. Donc, aussi bien AstraZeneca, Moderna et Pfizer ont suivi la même stratégie, à savoir donc dans les essais de phase 1, donc c'est simplement on évalue simplement la tolérance et l'immunogénicité du produit avec quelques dizaines de volontaires pour les essais cliniques, toujours en double aveugle, c'est-à-dire que les gens donc on établit une cohorte, enfin là c'est quelques dizaines de gens, donc c'est pas grand chose, mais une partie reçoit le placebo, une partie reçoit le vaccin, et on regarde leur tolérance et s'il y a une réaction, une production d'anticorps. La phase 2 des essais cliniques, il y a plusieurs centaines de personnes et là, on va établir la façon d'injecter le produit pour une bonne efficacité. On va établir les doses, on va tester s'il faut 1 ou 2 injections et établir le calendrier de ces injections. À nouveau avec 2 cohortes équivalentes, une recevant le placebo, une recevant le candidat vaccin, sans que ni la personne qui injecte, ni la personne qui reçoit ne sache si elle reçoit le vaccin ou le placebo. Et en fait, la phase 3, qui fait intervenir plusieurs milliers de personnes, pour les 3 essais dont je vous parle là, il y avait entre 15 000 et 40 000 personnes pour tester cette phase-là. À nouveau, en répartissant également la cohorte en receveurs de vaccins et en receveurs de placebo. Et là, on a analysé le niveau de... On a compté les gens qui étaient... contaminés par le Covid. Au bout d'un délai, les demandes de l'OMS étaient qu'il y ait au moins 60 personnes infectées. Et en fait, vu la circulation du virus, c'est plutôt 180 à 200 personnes qui ont été infectées. Et donc, lorsque les producteurs du vaccin ont analysé les résultats. Donc, par exemple, pour Pfizer, il y avait 160 personnes infectées
170 personnes infectées, 162 avaient reçu le placebo, 8 avaient reçu le vaccin. Et pour Moderna, c'était la même proportion. Il y avait 185 personnes infectées et 11 personnes infectées dans la cohorte vaccinale. Donc ces résultats ont été soumis aux autorités de santé pour déposer un dossier d'autorisation de mise sur le marché. Donc c'est comme ça qu'on a évalué qu'il y avait 95% d'efficacité. Pour AstraZeneca, les résultats sont un peu plus compliqués à évaluer parce qu'il y a eu des cohortes dans différents pays et surtout, ils ont un peu segmenté les cohortes dans la mesure où ils ont classifié par âge et par région. Donc, c'est pour ça qu'on leur a demandé, les autorités de santé leur ont demandé de continuer les essais cliniques pour savoir si les gens âgés de plus de 65 ans sont protégés ou pas. Dans leurs résultats, ils semblent protégés, mais le nombre était minime, donc avec une analyse statistique qui n'était pas très bonne. Et surtout, au début de leurs essais, ils avaient eu un problème de dose dans un des points d'analyse. Je crois que je ne sais plus si c'était en Angleterre. Il y a eu une dose qui est une partie de la cohorte a reçu une demi-dose de vaccin pour la première injection. Et il se trouve que ils ont continué l'analyse, ce qui était très bien, et on s'est aperçu que dans cette cohorte-là, la réponse était meilleure que dans toutes les autres cohortes qui avaient reçu une dose normale en première injection. Donc là aussi, les autorités de santé leur ont demandé de continuer cette analyse avec une plus grande cohorte pour évaluer si c'était un effet vrai ou si c'était un artefact. Donc les trois vaccins, enfin, et plusieurs autres, mais les trois vaccins qui circulent en ce moment au niveau de l'Union européenne, Pfizer, Moderna et AstraZeneca, ont donc été autorisés et sont maintenant injectés en France et dans toute l'Europe et ailleurs aussi. Et donc maintenant, on en est à la phase post-AMM, donc post-autorisation de mise sur le marché, la vraie grandeur. Et donc, il est important d'évaluer les effets indésirables qui suivent la vaccination. Alors ça se fait tout le temps pour tous les vaccins et pour tous les médicaments. Donc, les gens peuvent déclarer eux-mêmes les effets secondaires qu'ils constatent après l'injection en allant sur le site de l'ANSM. Et les médecins aussi peuvent faire remonter ces effets secondaires. Mais il se trouve que c'est vraiment pour cette vaccination anti-Covid, l'information est largement donnée. C'est-à-dire que dès que vous tapez sur ANSM Covid ou sur mesvaccins.net Covid, vous avez accès à l'espace de déclaration des essais secondaires. Donc vraiment, toute la lumière est faite sur la possibilité de donner son expérience et de déclarer son expérience vaccinale. Donc c'est comme ça que l'on suit maintenant au jour le jour les effets secondaires qui arrivent après avoir vacciné plusieurs millions de personnes. Les résultats de ces compilations sont aussi tout à fait accessibles et permettent aux gens de vérifier justement le rapport bénéfice-risque. Dieu merci, le rapport est encore largement au bénéfice plutôt qu'au risque. Il y a pour l'instant 2000 effets secondaires déclarés pour Pfizer, 40 pour Moderna, 150 pour AstraZeneca. Mais si on fait le compte en fonction des gens vaccinés, pour l'instant, ça fait un pourcentage d'effets secondaires entre 0,3 et 1,5% des gens vaccinés. Donc on peut considérer que le bénéfice est largement garanti vu le risque de la maladie Covid-19 et l'état dans lequel elle met le système de santé actuellement.
Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je ne sais pas si... Merci, c'est très bien, c'est tout à fait dans les temps. Merci Annick. Voilà, pour ces éclairages effectivement très précis sur le processus de mise au point des vaccins. On reviendra dessus, je pense, à la fin, peut-être pour poser des questions. On va poursuivre les présentations maintenant avec Jocelyn Rode, que je remercie de participer à cette conversation et qui va aborder la question, pareil, en une quinzaine de minutes, des politiques vaccinales, la mise en place des politiques vaccinales et la réaction de la société, hein, sous forme en particulier de l'hésitation vaccinale. Voilà, merci à vous. Je vous laisse la parole. Écoutez, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, moi, je suis de la génération PowerPoint, donc je vais partager immédiatement mon écran, si ça ne vous dérange pas. Bien sûr, allez-y. Voilà. Et normalement, vous allez avoir un grand écran. Parfait. Parfait. On vous voit sur le côté, c'est très bien. Eh bien, c'est parfait. Du coup, je vais partager avec vous quelques réflexions qui ont émergé ces dernières années. Ça fait une dizaine d'années qu'on travaille avec nos collègues marseillais sur les questions d'hésitation vaccinale. Alors, l'hésitation vaccinale est un concept qui a été très, très mal défini par l'OMS, malheureusement, et qui, du coup, qui fait l'objet de controverses, puisqu'en gros, pour l'OMS, l'hésitation vaccinale, c'est soit le retard, soit le refus de la vaccination en dépit de la disponibilité de ce produit pharmaceutique pour les populations, hein, donc, par exemple sous une forme gratuite. Plusieurs auteurs disent que c'est une mauvaise définition, qu'on devrait avoir une définition un peu plus intermédiaire, c'est-à-dire que l'hésitation vaccinale, c'est en gros ce qui est entre les opposants à la vaccination, hein, ce qu'on appelle les anti-vax dans le langage journalistique, et puis les partisans de la vaccination, ce qu'on appelle les pro-vaccins, souvent dans les médias. Donc, en gros, entre ces deux catégories de population, qui en fait regroupent une minorité de personnes, eh bien, il y a ce qu'on appelle les hésitants. Les hésitants sont relativement nombreux. Donc, il y a des hésitants pour un vaccin, mais pas pour tel autre. Il y a des hésitants parce qu'il y a certains adjuvants dans les vaccins et pas dans d'autres. Il y a des hésitants pour le vaccin Covid, mais pas contre les vaccins habituels, obligatoires pour les enfants, notamment, hein, comme le MMR ou les vaccins classiques. Donc, c'est un concept qui est assez polymorphe et qui va en fait varier dans l'espace et dans le temps, et je vais revenir là-dessus. Alors, si on veut comprendre sur le plan de la psychologie sociale comment tout ça se construit, en fait, comment se construisent à la fois nos attitudes et comment se pensent en fait les risques et les bénéfices par rapport au vaccin, il faut comprendre que nous, les citoyens, les individus, on est exposés en fait à des informations par deux principaux canaux. En tout cas, c'était essentiellement comme ça jusqu'en les années 90 et un peu les années 2000. Après, ça a beaucoup changé et vous verrez que ça a radicalement changé sur la manière dont la vaccination a pu évoluer ces dernières années. Donc pendant longtemps, les principales sources d'information qu'on avait, c'était soit notre réseau social, et c'est le réseau d'information le plus important, en particulier la famille, les amis, les collègues, et puis on avait des grands médias généralistes ou spécialisés qui traitent ponctuellement de ces questions de vaccination, soit de manière critique, soit de manière positive, et on a pu montrer que ça avait varié, notamment dans le temps, mais je reviendrai là-dessus. Donc ça, c'était avant qu'émergent en fait les réseaux sociaux numériques et notamment l'Internet, puisque ce qu'on observe depuis une quinzaine d'années maintenant, c'est une désintermédiation de l'information, c'est-à-dire que les individus, les citoyens sont à la fois, ne sont plus seulement récepteurs passifs d'information, mais aussi émetteurs actifs, notamment à travers un certain nombre d'instruments spécialisés, Twitter, Facebook, etc. Et alors que dans les années 90, on avait à peu près 90% des gens qui s'informaient via les grands médias traditionnels, la télé, la radio, les journaux. Aujourd'hui, ce n'est plus que 50%. Donc, on a à peu près la moitié des Français à l'heure actuelle qui ont les informations en matière de santé essentiellement par les réseaux sociaux numériques. Et ça, c'est une nouvelle donne. Alors, ce qu'on sait des études psychologiques en fait, qui ont été consacrées à cette question de l'hésitation vaccinale et de l'acceptabilité vaccinale, parce que c'était le concept qui était utilisé en fait, dans les années 2000 et puis qui a un peu disparu au profit de ce concept, encore une fois, mal fichu d'hésitation vaccinale. En fait, ce qu'ont montré ces études de psychologie de la décision vaccinale, c'est que, de manière générale, il semblerait que les individus ne fonctionnent pas de manière radicalement différente en fait, des experts. On a en fait des processus intuitifs en fait, d'arbitrage, si vous voulez, entre des risques perçus et des bénéfices perçus,
Sauf qu'évidemment, ils ont un point de vue beaucoup plus riche et beaucoup plus large que celui des experts, puisque lorsqu'on prend en compte, lorsqu'on appréhende la question du risque perçu, on a pu montrer que c'était extrêmement large comme conception. Notamment, ça peut être des choses qui sont documentées ou ça peut être des choses qui sont complètement imaginaires. Ça peut être un coût en termes, ou un risque en termes de temps, d'argent, ou de douleur, ou de difficultés anticipées par rapport à la vaccination, prendre un rendez-vous, aller chez le pharmacien, récupérer le vaccin, etc., etc. Bien entendu, ces coûts, ces risques perçus, ils sont contrebalancés dans une large mesure par les bénéfices que les gens perçoivent des vaccins. Et en général, ce que montrent donc, ces études psychologiques, c'est que c'est souvent une fonction directe sur le plan de la perception avec la manière dont on se représente la maladie. C'est-à-dire que plus une maladie nous paraît fréquente et grave, plus on perçoit le bénéfice vaccinal comme étant important. Et ça permet aussi de comprendre certains changements qui peuvent s'opérer au cours du temps, notamment pendant cette pandémie, et j'y reviendrai en conclusion, où on a vu finalement toute une catégorie de la population, en particulier les populations les plus jeunes, modifier leurs appréhensions du risque, parce que l'épidémiologie montrait que finalement, ils étaient beaucoup moins à risque de formes graves que les sujets âgés, par exemple, et d'autre part, que finalement, leur intérêt à la vaccination était moindre que ce qu'on peut appeler les groupes à risque. Alors, beaucoup d'auteurs ont essayé de comprendre pourquoi finalement, ces dernières décennies, il y avait eu une progression très importante, un accroissement très important de l'hésitation vaccinale dans de nombreuses sociétés, pas seulement la société française, même si la société française est vraiment atypique dans le monde démocratique développé. On a d'autres pays, les États-Unis, le Japon, où il y a eu aussi un développement très important de l'hésitation vaccinale ces dernières années. Donc, un certain nombre de propositions d'interprétation du phénomène ont été proposées dans la littérature. Des auteurs ont mis l'accent, par exemple, sur le fait qu'il y avait un développement de l'inculture scientifique de nos sociétés, qu'on pouvait mesurer objectivement dans des grandes enquêtes internationales, à la fois chez les adultes, mais aussi chez les étudiants ou chez les lycéens. Donc, les concepts de base des sciences, en fait, sont de moins en moins bien maîtrisés. On a par ailleurs, et c'est un aspect tout à fait intéressant, un développement de l'numérisme, en fait, qui est le pendant de l'illettrisme sur la question des statistiques et des probabilités. Et on montre que les gens ne comprennent pas, par exemple, les différences entre des valeurs absolues et des valeurs relatives. Le fait que le nombre de cancers, par exemple, d'une société peut augmenter juste parce que la population augmente ou que le vieillissement augmente et peut diminuer de manière relative, par exemple. Donc, ces différences entre des concepts de base, des statistiques et des probabilités ne sont plus très bien maîtrisées dans nos sociétés. Et notamment, on le voit dans la communication du risque. Par ailleurs, on a aussi dans nos sociétés des persistances de théories médicales naïves ou pré-pasteuriennes. Si on prend le cas des coronavirus, c'est très intéressant parce que de nombreux travaux anthropologiques ont montré, par exemple, que la moitié des Français attribuaient au froid, au coup de froid, en fait, les rhumes. On sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près un tiers des rhumes qui sont liés à des coronavirus, par exemple. Et donc, il y avait une pensée non infectieuse, en fait, autour de la question des rhumes et d'autres maladies infectieuses. Et puis, c'est un sujet sur lequel on travaille maintenant, nous, les psychologues sociaux, depuis de nombreuses années. On a une emprise croissante de ce qu'on appelle les heuristiques ou les biais cognitifs dans le traitement de l'information médicale. Alors, c'est quoi les heuristiques? Les heuristiques, en fait, c'est des moyens mentaux qui sont à la fois simples et frugaux, donc qui, en fait, exigent très peu de ressources cognitives qu'on utilise pour prendre des décisions dans des univers complexes. Parce que l'information médicale, les technologies médicales d'aujourd'hui sont très complexes. Et donc, comment on s'en sort, nous, les Homo sapiens? Eh bien, on va simplifier cette information par des outils mentaux dont on dispose et qu'on va utiliser. Alors, juste un exemple d'heuristique qui, malheureusement, génère ce qu'on appelle des biais cognitifs, c'est l'heuristique de négativité, c'est-à-dire que, de manière générale, notre esprit retient beaucoup mieux les informations négatives que les informations positives, qui a probablement des vertus sélectives, mais qui provoque un embouteillage dans les médias d'informations alarmistes ou inquiétantes. On a beaucoup plus d'informations inquiétantes que d'informations rassurantes de manière générale dans les grands médias sur les questions de santé, alors que si on regarde finalement jusqu'à présent les grandes variables de santé publique, elles étaient plutôt dans une évolution favorable ou positive. Et bien malgré ça, la perception dominante de nos sociétés, c'est que les risques augmentent, la société est de plus en plus vulnérable à un très grand nombre de risques en matière de santé publique. Alors, on peut le documenter lorsqu'on regarde, en fait, par exemple, les best-sellers en matière de vaccination. Donc, j'ai regardé quels étaient
les ouvrages les plus vendus sur la vaccination en France. Et vous voyez, ce sont uniquement, exclusivement, des ouvrages critiques ou sceptiques vis-à-vis de la vaccination. Les ouvrages écrits par des scientifiques de référence sur le sujet sont vraiment marginaux en termes de vente. On a par contre de très nombreux brûlots ou complotistes ou critiques sur ces questions, avec des acteurs hétérodoxes qui ont écrit des best-sellers et qui sont très audibles dans ce qu'on peut appeler les marchés cognitifs alternatifs. Mais je reviendrai là-dessus. Et donc, on retrouve parmi les auteurs de ces ouvrages que j'avais référencés avant la pandémie, des auteurs qui ont été aujourd'hui très identifiés en matière de théorie complotiste sur la vaccination et sur la Covid d'une manière générale. Alors, pourquoi finalement les thèses hétérodoxes s'attirent de plus en plus le marché cognitif? Il y a plusieurs explications qui ont été apportées, notamment par des collègues comme Gérald Bronner à Paris, qui a montré qu'il y avait eu une transformation radicale du marché de l'information et qu'avec l'utilisation généralisée des algorithmes, on avait aujourd'hui une multiplication de ce qu'on appelle les bulles cognitives. Donc, on se retrouve en fait dans des trappes cognitives, des trappes d'information qui font que quand on commence à s'intéresser à un sujet, par exemple un sujet complotiste, eh bien, mécaniquement, on va nous envoyer des informations de ce type-là. C'est la même chose si vous êtes convaincu par les vertus de la vaccination, vous allez voir des informations plutôt des sites institutionnels relayés. Donc, il y a ces phénomènes de bulles cognitives qui font qu'on a une polarisation en fait, des opinions et des attitudes par rapport à différentes questions, et en particulier la question vaccinale. Le deuxième sujet qui est très spécifique à la France, qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays, c'est plutôt la défiance ou la méfiance vis-à-vis des institutions, et en particulier les institutions médicales, qui est un sujet qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres pays européens, que ce soit la Grande-Bretagne, les États-Unis ou même l'Italie ou l'Espagne. La France se singularise vraiment par une crise institutionnelle en ce qui concerne le niveau de confiance accordé dans les autorités médicales. Donc, ça peut être par exemple les agences de médicaments, ça peut être Santé publique France, les agences d'information et de prévention. On a une confiance qui est beaucoup plus faible vis-à-vis de ces institutions, ou des ministères de la santé notamment, que dans les autres pays européens comparables. Et pour finir, ce que montrent un certain nombre de travaux, c'est que la conjugaison de ces deux phénomènes, à la fois une méfiance croissante des institutions et cette dérégulation du marché de l'information, en fait, elle a favorisé ces dernières années la propagation, l'explosion, en fait, soit d'informations fausses, soit complètement vérifiables dans l'espace public et dont nos concitoyens sont largement exposés. Et ça, c'est un fait nouveau par rapport à il y a juste 10 ans. Donc, vous avez un certain nombre d'entrepreneurs dans le modèle, si vous voulez, émergent de l'économie de l'information ou l'économie de l'attention, qui est le marché le plus lucratif à l'heure actuelle. Google, Facebook sont les entreprises capitalistiques qui font le plus de profit aujourd'hui au monde. Eh bien, vous avez un certain nombre d'acteurs qui se sont positionnés en fait sur la critique vaccinale ou d'une manière générale sur les médecines ou les pratiques médicales alternatives et qui ont un niveau de sophistication, de qualité en fait, de rédactionnel ou d'image qui en fait est équivalent à ceux des leaders de la presse. C'est tout à fait intéressant. Donc vous avez des sites comme Alternative Santé, Santé Plus Magazine, etc., qui sont des sites créés de toutes pièces en fait pour générer à la fois des profits et de l'attention sur des sujets critiques. Donc, ce qu'on montrait à partir des années, juste après la grande campagne de vaccination contre la grippe H1N1, qui marque en fait une rupture ou un tournant dans les attitudes des Français par rapport à la vaccination, il faut savoir que en fait, les Français étaient une nation très pro-vaccinale jusque dans les années 2000. On a des enquêtes très très claires qui montrent par exemple que 90% des Français étaient favorables à la vaccination jusqu'en 2000-2005, les premières enquêtes qui ont été réalisées sur le sujet. Et on assiste en fait à un basculement de ces attitudes à partir de 2009-2010. Donc, on va avoir également des études internationales qui vont s'intéresser à la question de la nature des discours autour de la vaccination dans le monde et qui vont commencer à montrer dès 2009-2010 que la France a un statut un peu particulier dans le monde, dans les pays développés. Et ce statut, il tient au fait que le discours vaccinal dans les médias, alors les médias en général, pas forcément les médias mainstream traditionnels, mais aussi les médias sociaux, les médias numériques, eh bien, on est un pays dans lequel l'orientation est plus critique, beaucoup plus critique que dans d'autres pays. Donc, on a, dans la manière dont est traitée l'information sur la vaccination, une orientation plutôt sur la question des risques, plutôt que sur la question des bénéfices de la vaccination. Ce qu'on a pu montrer aussi en France, c'est que parmi les infox, donc les fausses informations qui circulent le mieux dans les réseaux sociaux numériques, eh bien en fait, 60% d'entre elles concernent des questions de santé. Donc la santé est majoritaire dans les infox qui sont les plus relayés
dans les médias sociaux numériques. On aurait pu penser que c'était la politique ou l'immigration, les faits divers. Non, pas du tout, c'est vraiment la santé. Et parmi la santé, la vaccination tient une place prépondérante. Donc on a les fausses informations qui se structurent autour des questions de santé, des questions de vaccination depuis plusieurs années maintenant. Et donc, quand on regarde aussi l'origine en fait, de ces fausses informations, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de sites Internet qui ne sont pas vraiment très sérieux, vous les voyez en rouge ici, qui sont des moteurs, des véhicules extrêmement importants en fait, d'un très grand nombre de rumeurs ou d'informations invérifiables sur la vaccination et sur la santé d'une manière générale. Alors, deuxième point, ce qui a pu être montré, c'est que lorsqu'on regarde l'activité d'un certain nombre d'acteurs de l'information, donc des acteurs amateurs ou des acteurs professionnels de l'information médicale, on peut s'apercevoir que d'une manière générale, les acteurs qui défendent la vaccination ont plutôt une communication ponctuelle, on voit ici en vert, on voit avec des pics selon l'actualité, puis après ils s'expriment vraiment jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle actualité, alors que les critiques, les acteurs critiques de la vaccination ont un flux d'informations continu et renouvelé autour de la vaccination. Donc, si vous voulez, il y a une motivation ou une activité critique qui est beaucoup plus soutenue et beaucoup plus énergique que celle qu'on observe du côté des acteurs qui défendent la vaccination. Et ça, c'est un trait très important de la société française qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les pays comparables. Alors, dernier point, et je vais finir là-dessus, ce qu'on a observé aussi qui est vraiment nouveau par rapport aux années 2000-2010, c'est que depuis quelques mois ou depuis quelques années, on a clairement une politisation de la question vaccinale en France. On l'avait observé uniquement dans un autre pays, c'est les États-Unis, où à partir de 2015, on a pu montrer par certains travaux que la question vaccinale s'était politisée aux États-Unis, notamment la question du vaccin contre le papillomavirus humain, où il y avait en fait une polarisation entre les démocrates et les républicains. Donc ça a été publié et observé par quelques collègues psychosociologues aux États-Unis, notamment des études faites à Yale. Et on a vu comment les acteurs finalement politiques américains structuraient aussi leur positionnement sur la question vaccinale et pas seulement sur des questions de type économique, de migration, etc. Donc si on prend le cas de Donald Trump, par exemple, Donald Trump a relié énormément les thèses conspirationnistes autour de la vaccination, le fait qu'on nous mentait, mais ça c'était avant d'être élu parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est un des rares sujets sur lesquels il a pu changer d'avis, c'est-à-dire que lorsqu'il a été au pouvoir, par contre, il a vraiment changé de discours, il a arrêté toute forme de critique vis-à-vis de la vaccination. Donc il y avait aussi des logiques de marché électoral derrière l'endossement, en fait, ou l'approbation de ces thèses. Alors, ce qu'on observe en France maintenant depuis quelques mois, c'est une politisation de ces questions. On a pu montrer, nous, dans des travaux, on a publié ça dans le Lancet il y a quelques mois, que selon votre orientation politique, on va avoir une notion vaccinale qui est très différente. Si vous voyez sur ce graphe, les personnes qui sont proches sur le plan idéologique ou politique des partis de gouvernement ont une hésitation vaccinale beaucoup moindre, de l'ordre de 19%, alors qu'elle monte chez les partis de contestation ou d'opposition à 32 jusqu'à 35%, vous voyez, 32% à l'extrême gauche. Alors, je conclus donc. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les perspectives de la vaccination contre le SARS-CoV-2 ? On est en train de développer des travaux sur ces questions-là. Première chose, on avait au départ de l'épidémie ou de la pandémie un taux d'intention vaccinale qui était assez élevé. En fait. On était à 75%. On s'attendait à ça parce que l'hésitation vaccinale, elle est structurellement à autour de 20-25% en France. Et en fait, progressivement, on voyait ce taux d'intention vaccinale baisser, s'éroder, jusqu'à tomber à 45% en décembre. Alors, je vous rassure, il a bien remonté depuis. On est à plus de 55% aujourd'hui, début février. Donc, il y a eu un retour vers une dynamique pro-vaccinale qu'on peut comprendre en fait, par la mobilisation de leaders d'opinion. Lorsqu'on a essayé de comprendre en fait, les motivations de cette baisse d'intention vaccinale, on a pu montrer que c'était toujours le même sujet, c'est-à-dire la peur des effets secondaires potentiels au vaccin, ce qui est structurant autour de la question vaccinale, mais aussi le fait que finalement, mois après mois, il y avait une banalisation de la maladie dans une partie de la population, et notamment chez les sujets les plus jeunes, le fait que finalement cette maladie n'était pas différente d'une autre, d'une grippe, et que par conséquent, on ne devait pas la considérer différemment. Dernier point, et j'arrête là-dessus, le point que j'ai déjà évoqué, on a une politisation croissante de la question vaccinale aujourd'hui en France. On voit comment les acteurs politiques aujourd'hui en France, notamment aux extrêmes, s'expriment et se positionnent pour ou contre certaines formes de vaccination. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour ces éclairages. Je vais donner tout d'abord la parole peut-être à Jean-Robert Harlet pour
une première question, si tu en as une. Il y en a dans le chat et ensuite Marion nous rapportera les questions du chat pour vous permettre aux uns et aux autres d'apporter des éclairages supplémentaires par rapport à vos trois interventions sur des points de vue, enfin sur des angles très différents, mais je trouve qui nous permettent d'avoir beaucoup à réfléchir, beaucoup à méditer sur cette question des vaccins à travers vos trois regards. Jean-Robert, je te laisse la parole. Je veux aller très vite parce que je voudrais écouter effectivement beaucoup les questions qui vont émerger de l'ensemble du public. Merci aux trois intervenants. J'ai été extrêmement intéressé par chacune de vos prises de parole. Pour Annick Guimézan, une question qui ressort très fréquemment dans les discussions que l'on peut avoir avec des patients que l'on tente de convaincre et aussi le personnel hospitalier que je côtoie quotidiennement, c'est pourquoi ça a marché si vite pour fabriquer ces vaccins. Vous en avez donné que certains aspects et en fait, manifestement, il y a une vidéo qui est apparue, qui donnait la parole à l'un des chercheurs d'origine turque qui a été à l'origine de cette utilisation des ARN. C'est une immense histoire qui, vous le disiez, a débuté il y a déjà 15 ans, sur lesquels ils ont énormément travaillé sur la vaccination et continuent de travailler sur la vaccination, en particulier contre les cancers. En fait, il aurait été très facile de basculer sur le virus, semble-t-il. Et donc, c'est vraiment une réponse qu'il faut privilégier dans les discussions et les explications qu'on a données. On ne l'a pas inventé la semaine dernière, ce truc-là, et ça ne date pas d'il y a un an. Et manifestement, c'est une énorme recherche qui a pu être faite. C'est très intéressant de l'entendre pour expliciter l'utilisation de ces vaccins à mRNA. Je pense que vous confirmerez cet aspect-là, Madame Guimézan. Oui, en effet. En fait, on n'en parlait pas parce que ça ne marchait pas jusqu'à présent, quoi. Enfin, les vaccins ARN, ça a été tenté, entre autres pour VIH. Ça n'a rien donné. Donc, il y avait une recherche SARS-CoV-1, ça aurait peut-être marché, mais à ce moment-là, l'épidémie s'est arrêtée, donc ça n'a pas été continué. Et la grosse surprise, en fait, c'est que ça marche. Et je pense que ça doit être lié au fait que ce vaccin, jusqu'à présent, il a surtout la spicule. Enfin, la spicule joue un rôle central dans sa façon de contaminer les gens. Et c'est une protéine immunogène, et donc le système immunitaire est très bien stimulé par elle. Dans tous les autres essais, enfin, pour le VIH par exemple, c'est un vaccin qui a un virus qui change tout le temps, donc on n'a jamais dû trouver la bonne protéine. Peut-être que si on l'avait eu en ARN, ça aurait marché aussi. Mais c'est stupéfiant de voir à quel point, même avec les variants maintenant, la structure de la spicule a l'air d'être vraiment stable, quoi. C'est peut-être la seule protéine que le virus fait attention je veux dire, où les mutations sont corrigées pour que cette spicule persiste. Je pense que ça, c'est vraiment un coup de chance sur la biologie vaccinale, parce que autrement, il aurait pu aussi être mis à pertes et profits. Enfin, on ne parle jamais que des vainqueurs, surtout au niveau médicaments, quoi. En plus, ils arrivent en 6 mois, donc c'est très bien. Mais c'est en effet une recherche, et si on remonte, il y a plus de morts que de vivants au niveau des projets. Pas des gens, bien sûr. Hein. Des projets, en fait, ça travaille beaucoup sur la vaccination anti-cancer, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. À M. Jules Saint-Rode, là aussi, les hésitations vaccinales, vous nous expliquez bien ce qu'il en est, avec cette espèce de nuage un peu gris-noir qui sont les réseaux sociaux numériques, qui sont vraiment quelque chose qui pèse de plus en plus lourd sur la mésinformation, et quelquefois sur l'information elle-même. Hein, il faut bien dire qu'on voit beaucoup de choses intéressantes et on voit du pire aussi. Je voulais vous interroger sur cet aspect dont vous parliez, qui était cette méfiance ou la défiance à l'égard des autorités médicales.
il semblerait que ce soit très français. Est-ce que vous avez des informations différenciées sur pourquoi les Gaulois se comportent pas comme, je dirais, un peu l'ensemble du monde? Oui, en fait, on a des explications historiques à ça. En fait, il faut bien se rappeler du contexte de la campagne de vaccination contre H1N1. En fait, cette campagne de vaccination elle a été suivie en France, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres pays, par une série de controverses qui n'a pas du tout été observée ailleurs, pour des raisons sur lesquelles je vais revenir. Donc tout ça commence un petit peu à la fin, enfin plutôt au début de l'hiver, 2009, où finalement il y a la sensation d'un programme de vaccination un peu surdimensionné par rapport à la pathogénicité de la maladie, qui va faire officiellement 350 décès, je crois. Donc aujourd'hui, c'est quasiment ce qu'on a par jour pour le coronavirus. Et donc, cette première question sur le mésusage des fonds publics ou l'hypermobilisation d'État par rapport à une pathologie pour laquelle on avait pu voir a priori à partir de septembre que ce ne serait pas une grippe majeure, a d'abord suscité une première critique de type institutionnel. La deuxième qui a émergé, qui est beaucoup plus grave dans le sens où il a eu des effets très durables et on les paye encore de cette manière, c'est qu'a émergé pour la première fois dans l'espace public la question des liens d'intérêt ou des conflits d'intérêt, ça dépend comment on regarde la question, et la prévention des conflits d'intérêt étaient des choses qui avaient émergé plus tôt dans les pays anglophones, beaucoup plus tôt, avec des modalités de gestion de ces conflits d'intérêt. Et donc là, on a eu en même temps la critique vaccinale et la question des conflits d'intérêts qui nous est tombée dessus, si j'ose dire, qui a été relayée malheureusement quelques mois après et amplifiée par une affaire célèbre, qui est l'affaire du Mediator, et qui en fait indirectement fait beaucoup de mal à la vaccination. Évidemment, le Mediator ne concerne pas les vaccins, c'est évident, mais d'une certaine manière, ça a validé dans l'opinion publique l'idée qu'on avait d'énormes problèmes de sécurité et même de corruption sur l'industrie pharmaceutique. Et au final, c'est la vaccination, davantage que les médicaments, les autres traitements, qui ont eu le préjudice en fait, de ces controverses de l'époque. Donc une série de controverses qui a fait basculer l'opinion publique et qui fait que 10 ans plus tard, on est dans des pays qui, en début de crise, en tout cas ça changera peut-être, étaient le plus hésitants, le plus réticents sur la vaccination. Ok. Voilà, vous parliez également et j'ai vu, je pense que ça sera repris à travers les questions et les chats, c'est les bénéfices retirés par l'industrie pharmaceutique. On en reparle à l'heure actuelle et les anti-vax en font leur mayonnaise à eux pour être un élément qui pèse en défaveur de la vaccination. Vous avez sur ce plan-là aussi des commentaires ou des éléments qui ont pu être recueillis par vos équipes? Ouais, en fait, il y a eu, moi je qualifie ça de perte de l'innocence d'une certaine manière. C'est-à-dire que jusque dans les années 2000, les Français avaient un imaginaire autour de l'industrie pharmaceutique qui était celui d'une entreprise quasiment parapublique qui avait des motifs historiques, qui était qu'en France, l'État s'était investi pendant longtemps notamment à travers l'Institut Pasteur, dans le développement de vaccins. Et l'idée qu'on avait, c'est que c'était finalement une industrie bonne père de famille, qui avait une bonne image, etc. Et en fait, il y a eu un basculement dans les représentations collectives associées à l'industrie pharmaceutique qui est devenu subitement, très rapidement, le symbole du capitalisme sauvage et dérégulé. Et ça, on le retrouve encore aujourd'hui. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait que l'industrie pharmaceutique fasse du profit. C'est une industrie, c'est un marché. Toutes les industries fonctionnent sur la recherche de profit. Après, c'est comment on régule en fait cette recherche de profit, et comment on la met en place, tout. Mais voilà, on a bien vu l'évolution en fait, de la représentation, dans la représentation collective de l'industrie pharmaceutique qui est radicalement différente de celui qu'on observait dans les années 2000. Entendu. Questions, je ne suis pas 100% sûre qu'on aura le temps de tous les traiter. Au pire, on pourra peut-être faire une partie de réponse par écrit à la suite. Il y avait des questions sur, Annick, là, tu as présenté surtout les effets indésirables à court et moyen terme et des questions concernant quid les effets indésirables à long terme et un questionnement sur est-ce qu'on ne remonte que les effets qui sont suspectés, est-ce que c'est vraiment le cas? Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a un biais en fait dans les effets qui sont remontés ou est-ce que ce sont tous les effets qui peuvent être observés sur le terrain?
Après, une question sur l'idée que en EHPAD, en fait, il y a de plus en plus de résidents d'EHPAD qui sont vaccinés. Est-ce qu'on pourrait envisager de redonner de la liberté, de la dignité aux résidents des EHPAD? Et puis une interrogation pour essayer de trouver des leviers pour mobiliser des agents qui sont fortement mobilisés en contact avec la Covid et qui, eux, ne veulent pas forcément se vacciner alors que ce sont des gens qui peuvent se vacciner contre la grippe. Donc, quels sont les leviers pour… Donc là, les agents, je pense, c'était les personnels des EHPAD. Donc ça, à préciser. Et une question que je trouve intéressante aussi, c'est dans les règles de priorisation qui ont été établies initialement, est-ce que c'est éthique de les changer sous la pression médiatique? C'est vrai qu'il y a eu des changements au fur et à mesure. Je vous donne déjà ces 3 questions qui sont peut-être pour chacun de vous 3. Je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer. Annick, peut-être sur la question des effets secondaires. Du suivi des effets secondaires, oui. La surveillance. En fait, pour l'instant, on remonte ceux qui sont déclarés et forcément, on va voir d'abord les plus fréquents, j'imagine. Donc, mais il y a quand même un truc assez rigolo pour AstraZeneca. Donc, il y a des soignants qui ont été vaccinés et donc 150 ont eu des syndromes grippaux, ayant de la fièvre pendant 24 à 48 heures, dont certains ont dû s'arrêter. Et donc, là, ça a été remonté. Bon, je vous rassure, ça fait 1%, 1,5% des 10 000 qui ont été vaccinés. Et apparemment, sur le bilan des effets secondaires déclarés, on est les premiers à avoir déclaré ça au niveau de l'Europe. Tous les gens qui ont utilisé AstraZeneca, ce syndrome grippal n'avait pas encore été vu. Donc, il est remonté à l'Agence européenne du médicament et donc ça va être analysé. Donc, par exemple, un syndrome grippal, ça paraît rien du tout et attendu, mais en attendant, ça n'avait jamais été vu. Donc, c'est difficile de savoir. Je crois que les gens déclarent ce qu'ils ont et puis petit à petit, on verra des choses complètement inattendues. Les autres ont déjà été vus. Ceux qui sont visibles sur 15 000 personnes, ils ont été vus pendant les essais cliniques. Donc, c'est juste une question, je pense que c'est juste une question de probabilité. Il n'y a aucune raison que les gens se privent de déclarer un effet qu'ils ont eu juste parce qu'il n'a pas été identifié avant. Je pense que les gens, quand ils déclarent qu'ils sont malades, ils n'ont pas été regarder d'abord les statistiques pour savoir si ça a déjà été déclaré. Donc, je ne vois pas bien, je ne vois pas le biais qu'il y aurait. Je pense que si les gens déclarent quelque chose, c'est qu'ils l'ont eu et on verra plus souvent ceux qui ont déjà été vus, mais un jour ou l'autre, on en verra qui n'ont pas été vus, quoi. La question, je poursuis juste par rapport à ça, peut-être en complémentaire que je me posais, c'est du coup sur ces effets qui sont déclarés, qui travaille et comment sur les liens de cause à effet? C'est-à-dire qu'on peut très bien, de façon fortuite, dans les jours qui suivent un vaccin, finalement, développer des symptômes autres qui n'ont rien à voir parce que il se trouve qu'il y a autre chose qui arrive dans notre vie, que notre état de santé se dégrade de façon indépendante. Et voilà, la question que je me posais, c'est qui fait cette surveillance et quels moyens il y a de dire ça c'est un effet déclaré mais qui n'est pas lié à la vaccination et puis d'autres effets déclarés qui sont vraiment liés à la vaccination. Alors, moi, je ne suis pas médecin, Monsieur Harley, sans doute pourra mieux répondre. Moi, j'ai été voir les tableaux de déclaration et en fait, certains sont notés comme n'étant pas dus au vaccin et d'autres dus au vaccin. Moi, je n'ai pas de repère pour dire Il y a pourquoi. quand même tous les centres régionaux de pharmacovigilance qui sont impliqués. Et notamment, en fait, Marseille fait partie des 2 centres qui remontent en fait les effets indésirables en lien avec le vaccin Pfizer. Donc, ils ont avec le centre de pharmacovigilance de Bordeaux la mission en fait de faire remonter à l'agence du médicament tous ces effets indésirables. Mais après, il y a des effets et savoir le lien de cause à effet, ce sont des enquêtes qui sont faites et notamment par les centres de pharmacovigilance actuellement. Il y a un travail qui est fait systématiquement par un centre de pharmacovigilance sur une déclaration qui calcule des liens d'imputabilité. Oui, voilà, c'est ça. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a effectivement une échelle d'imputabilité qui est de l'ordre de la fréquence, de l'ordre de la temporalité, d'un certain nombre de choses qui permet effectivement de rapporter un effet secondaire. Et c'est un travail qui est fait pour toute médication
et y compris le vaccin. Et du coup, une précision de la question, c'était bien concernant le personnel d'EHPAD, mais pas que, donc des leviers pour mobiliser ces agents qui se vaccinent peut-être moins bien. Et en parallèle de ça, les résidents des EHPAD, est-ce qu'on peut envisager de leur redonner de la liberté et de la dignité? Donc peut-être déjà les leviers avec Jocelyn Rode. Oui, je veux bien en parler. Et puis, il y a plein d'expériences qui ont été réalisées. Ce qu'on sait, c'est que la communication hiérarchique descendante ne fonctionne pas. Hein. Les grandes campagnes de promotion de la vaccination, ça a été étudié en long, en large, ça n'a aucun effet, et voire ça peut avoir des effets pervers parce que ça renforce ces arguments critiques, en fait. Je crois qu'en fait, il y a un des participants qui a répondu à cette question tout à l'heure et qui a tout à fait mis le doigt sur ce qui est juste, c'est la question de la confiance. C'est-à-dire que la communication et la baisse des gestions vaccinales ne fonctionnent que dans des échanges avec des gens dans lesquels on a confiance. Et les gens dans lesquels on a confiance, en général, en France, sur les questions de santé, c'est son médecin traitant, son médecin généraliste. Et donc, les expérimentations qui sont passées par des professionnels de la santé, des médecins traitants, des médecins généralistes, qui consistent en fait à les former à différentes méthodes, par exemple l'entretien motivationnel, c'en est une, ont eu un effet durable et très significatif sur l'hésitation vaccinale des patients. Donc, ce qui est très important, c'est de mettre en place des politiques qui ne soient pas forcément verticales, descendantes, mais plutôt horizontales, et qui consistent en fait à utiliser ou à se reposer sur les experts entre guillemets locaux, hein, ou les traducteurs locaux d'expertise que sont les médecins, et qui, eux, en général, sont capables de communiquer, de discuter avec des gens qui peuvent être hésitants. Et ça, c'est efficace, on le sait aujourd'hui. Au niveau de la priorisation, on est parti du fait que le vaccin arrêtait la maladie. Bon, c'est vrai, c'est la seule chose qui avait été testée. Mais maintenant, il y a une étude en vraie grandeur en Israël qui a un accord avec Pfizer pour continuer les essais sur la population vaccinée. Et il semble, c'est un papier qui n'est pas encore revu par les pairs, mais ils ont cherché à voir si la vaccination permettait de diminuer la circulation du virus, ce qui n'avait pas été testé. Et il semble, dans les résultats préliminaires, que, en effet, la vaccination ralentit la propagation du virus. Alors, à ce moment-là, c'est peut-être plus vraiment les personnes âgées qu'il faut prioriser, mais les personnes qui sont justement dans la vie courante, enfin, les plus actifs, ceux qui sont les soignants, enfin, ceux qui sont vraiment au niveau des interactions avec les gens. Parce que si, une fois qu'ils sont vaccinés, bon, déjà, ils sont protégés, mais en plus, ils empêchent enfin, ils protègent les autres par la faible circulation du virus. C'est peut-être plus intéressant de les vacciner eux, plutôt de vacciner des gens qui sont déjà confinés. Enfin, je ne parle pas des gens en EHPAD, mais je parle même des gens qui restent prudents, qui sont masqués et tout, quoi. Donc ça, ce sera peut-être un changement de priorisation qui aura un sens. Il faut attendre les résultats. Une personne qui demande qu'il y a une méfiance vis-à-vis des experts qui ont été choisis par le gouvernement vient sans doute du choix. Et la personne, en fait, se demandait si on n'aurait pas pu solliciter, par exemple, les académies de médecine et de sciences qui auraient très bien pu jouer ce rôle plutôt que ce conseil scientifique qui a été mis en place. Est-ce que ça a contribué à avoir une certaine méfiance, en fait? Oui, vous avez mis le doigt sur le problème, c'est-à-dire que ça a politisé une question qui aurait pu être largement dépolitisée. La France est l'un des États développés qui comporte le plus de comités d'experts officiels dans le monde. Et le fait qu'on crée de manière ad hoc un nouveau comité, alors qu'il y avait déjà des instances existantes qui auraient pu très bien se saisir de cette question, a pu rajouter une couche dans la politisation en fait, de cette question des politiques de prévention. Et c'était un risque important. Et on a vu, d'une certaine manière, le prix, même si, d'une certaine manière, là, on a eu quand même une coopération paradoxale, enfin, c'est-à-dire qu'on est dans un pays qui a le plus suivi les recommandations des pouvoirs publics, et en même temps le pays qui a exprimé le plus de défiance vis-à-vis de ces mêmes recommandations. Donc c'est un peu une forme de schizophrénie, si vous voulez, mais qui est très très claire. Toutes les enquêtes internationales montrent que les Français ont été la population au monde, avec les Italiens, qui ont le plus respecté les mesures qui étaient recommandées. On arrive au bout de toute façon du temps qu'on s'était donné pour ces échanges, pour cette conversation. Je crois que le défi a été relevé de par vos éclairages très, très, très intéressants, très complémentaires, qui ouvrent plein de nouvelles questions. Comme dit Jocelyn Rode,
on pourrait revenir encore sur plein de questions qui ont été effleurées là, éclairées en partie et qui restent dans nos têtes. Je crois que bon, c'est une des vertus aussi de la réflexion, comme on veut la mener dans un espace éthique, c'est-à-dire essayer à la fois de répondre à un certain nombre de questions et puis d'en ouvrir de nouvelles, de garder l'esprit alerte. Et puis, on se reverra à l'occasion d'autres conversations sur d'autres thèmes et peut-être à nouveau la vaccination d'ici quelques mois. Voilà, merci à tous et bonne soirée.